Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition d'Unité au Café un peu particulière puisque c'est la première fois que nous la réalisons à distance, ce qui nous a permis d'inviter des collègues des autres centres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, chaque mois nous proposons à une équipe du centre de Bordeaux et de Pau de partager un sujet de recherche avec l'ensemble du personnel et je suis très heureuse d'accueillir Emmanuel Saillard, chargé de recherche dans l'équipe Projet Storm, qui a accepté de relever le défi. Avant de vous présenter plus en détail le parcours d'Emmanuel, quelques mots sur l'application que nous sommes en train d'utiliser. Alors à droite de votre écran, vous avez un onglet chat qui va vous permettre de nous faire part de vos remarques et d'échanger entre vous. Alors n'hésitez pas aussi à utiliser l'onglet questions pour exprimer vos interrogations liées à la présentation du jour. Et vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui seront posées, ce qui permettra à Chloé, que vous voyez également à l'écran, qui a rejoint le service communication et médiation de Bordeaux en tant que stagiaire, de les sélectionner et de les poser à la fin de l'exposé. Emmanuel, tu vas nous parler aujourd'hui de compilation et de détection d'erreurs dans les codes. Alors on peut dire que la vérification est un sujet que tu affectionnes depuis ta thèse, qui a d'ailleurs été dirigée par Denis Bartou, actuel responsable de l'équipe Projet Storm dont tu fais partie. Après un postdoc à l'Université de Californie de Berkeley, tu as rejoint le Centre INRIA de Grenoble pour un autre postdoc au sein de l'équipe Projet Corse. Puis ta route a recroisé celle de Denis Bartou, qui t'a incité à passer le concours de chargé de recherche que tu as obtenu en octobre 2017. Depuis que tu es en poste, tu as mené de nombreux projets et collaborations, dont une équipe associée avec l'Université de Berkeley et un projet ANR avec une autre équipe projet du centre de Bordeaux, Carmen. Tu es l'une des forces vives de la médiation du centre et tu t'impliques en particulier auprès des jeunes filles pour les inciter à s'orienter dans des filières scientifiques. Et je voulais également mentionner dans cette présentation que tu es trésorière de Lagos pour le centre de Bordeaux. Et je m'adresse ici aux adeptes du baby-food qui est complètement délaissé en cette période. C'est à Emmanuel et à son acolyte Sabrina que vous devez entre autres le stock de balles pour vos parties. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Emmanuel, je te laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure à la fin de la présentation. Merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous. Je vais commencer dès maintenant et donc mon talk s'intitule Tous les chemins mènent à Storm, comment la compilation aide à la détection des erreurs. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Donc, il était une fois la vie d'une simulation numérique. Alors tout commence avec un problème. Il y a certains phénomènes de la vie que l'on veut comprendre, comme l'univers, les maladies, ou comment le réchauffement climatique va évoluer. Mais en fait, ces phénomènes, on ne peut pas les étudier en temps réel parce qu'ils sont soit trop petits, soit trop grands, trop rapides, trop chers ou trop dangereux. Et donc dans ces cas-là, on va modéliser les problèmes sous forme d'équations. Alors une fois qu'on a ces équations, on va écrire tout ça dans un langage qui est proche de l'humain pour pouvoir ensuite le lancer sur des machines. Alors là, il y a plusieurs choix qui s'offrent aux développeurs des simulations ou applications, pour dire la même chose. Parmi ces langages, il y a du C, C++, Fortran pour ceux qui connaissent un peu les langages. Et là, le langage à choisir dépend de ce que préfère le développeur ou de ce qui est fait dans l'application. Et comme on s'attend à avoir beaucoup de calculs, donc faire beaucoup de choses, et potentiellement ça va prendre du temps, donc on va inclure du parallélisme dans les applications. Alors justement, ça veut dire quoi du parallélisme? Je vais vous illustrer ça avec un exemple et on va prendre le tableau que vous avez devant vous qui est de taille 12, donc il y a 12 cases. Et on va se dire qu'on va essayer de faire la somme des éléments de ce tableau et qu'on a 3 travailleurs avec nous. Alors, il existe plusieurs types de parallélisme et ça dépend en fait de comment on va gérer les données en mémoire. Donc, je vais commencer par vous illustrer le modèle à mémoire distribuée, comme c'est l'exemple d'MPI. Et donc, c'est ce que vous voyez en rouge en haut à gauche. Donc là, on a 3 travailleurs qui travaillent chacun dans leur coin. Donc, ils ont leur propre mémoire et de temps en temps, il faut qu'ils s'échangent des informations. Et donc là, ils vont s'envoyer des messages. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire avec notre exemple? Ça veut dire que chaque travailleur ou travailleuse va avoir sa version du tableau
et va prendre une portion du tableau et faire une sous-somme. Donc là, on voit que la travailleuse tout à gauche fait la somme des 4 premiers éléments et obtient 20. Au milieu, il fait la somme des 4 suivants, et puis celui qui est à droite fait la somme des 4 derniers chiffres. Ensuite, pour récupérer les informations pour avoir la somme totale, il y a 2 travailleurs qui vont envoyer à la travailleuse les sommes qu'ils ont obtenues, et donc la travailleuse va pouvoir faire la somme totale des éléments du tableau, qui fait 51 ici. Donc ça, c'était pour le parallélisme à mémoire distribuée. Maintenant, il existe un autre type de parallélisme qui est à mémoire partagée. Si vous avez déjà entendu parler d'OpenMP, en fait, c'est comme ça que ça marche OpenMP. Donc là, vous pouvez imaginer en fait différents travailleurs qui sont autour d'une table et partagent les mêmes données, donc la même mémoire. Revenons à notre tableau. Ça veut dire qu'en fait, le tableau est partagé entre nos 3 travailleurs et travailleuses, et chacun va accéder aux éléments du tableau qui l'intéresse et faire une somme. Ensuite, la travailleuse a juste à aller chercher l'information chez ses camarades pour pouvoir faire la somme totale du tableau. Donc là, tout est partagé. Je ne vais pas vous détailler tous les autres types de parallélisme, je vais juste parler brièvement des 3 qui restent. Donc, avec l'évolution aujourd'hui des architectures, pour pouvoir mieux les exploiter, il y a beaucoup d'applications en fait qui mélangent les modèles de programmation. Et donc, c'est ce que vous voyez en bas à gauche qui s'appelle hybride. Donc là, on mélange en fait un modèle à mémoire distribuée avec un modèle à mémoire partagée. Donc, typiquement, on fait du MPI plus OpenMP, par exemple. Donc là, on a des groupes de travailleurs. Chaque groupe travaille indépendamment des autres groupes. Et de temps en temps, il y a une personne par groupe qui va envoyer des messages aux autres groupes ou en récupérer. Ensuite, ça ressemble un petit peu au programme hybride. On a les programmes Pégase. Donc là, pour ce parallélisme-là, on a chaque travailleur qui travaille dans son coin avec sa propre mémoire. Et quand un travailleur ou une travailleuse a besoin d'aller chercher une information qui est contenue sur le bureau d'un autre travailleur ou d'une autre travailleuse, on va juste se lever et aller chercher l'information. Donc ça veut dire que en fait, il y a une partie de la mémoire qui est partagée entre tous les travailleurs et les travailleuses. Et le dernier type de parallélisme qui est dit à base de tâches. Donc là, en fait, on traduit un code sous forme de tâches, donc de choses à faire. Les tâches vont avoir parfois des dépendances entre elles, et il y a certaines tâches qui pourront être faites en parallèle. Et donc là, on va avoir des travailleurs qui vont faire un certain nombre de tâches, et dès que certaines tâches seront terminées, on va donner à d'autres travailleurs pour que le travail continue, etc. Donc, si on revient à notre cycle de vie d'une simulation numérique, donc on avait notre problème qui est sous forme d'équation, on l'a traduit dans un langage qu'un développeur a tapé et qu'on appelle simulation ou application. Mais ça, on ne peut pas directement lancer sur une machine. Donc, il va falloir traduire en fait ce code dans un langage qui est compréhensible par les machines. Et c'est ce qu'on appelle la compilation. Après la compilation, on va pouvoir prendre le fichier de sortie et l'exécuter sur une machine et donner des données en entrée. Parce que là, je vous ai montré un exemple avec un tableau, j'avais une taille fixe, mais si j'ai envie d'élargir en fait mon problème et dire que j'ai une taille n d'un tableau, je peux le faire et du coup, c'est mes données d'entrée qui vont dire finalement la taille du tableau sera 12. Donc on a besoin de certaines données pour écrire des choses génériques. Alors, sur quelle machine on fait ça? Alors, généralement, on lance les applications sur ce qu'on appelle des supercalculateurs. Donc, qu'est-ce qui est contenu dans un supercalculateur? Vous pouvez regarder tout ce qu'il y a, parce qu'il y a en haut à droite, on a un cœur de calcul. Donc, dans ce cœur de calcul, on va les assembler, on va avoir un processeur. Et donc, c'est ce que vous avez, par exemple, sur vos machines. Ensuite, on va assembler les processeurs, on va avoir des nœuds de calcul. On va assembler plusieurs nœuds de calcul, on va obtenir une armoire. Et si on met plein d'armoires les unes à côté des autres, on a une machine. Et donc, vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, c'est le nouveau supercalculateur du CEA qui s'appelle Terra1000. Et là, vous pouvez voir qu'il y a énormément de machines. Donc, finalement, un supercalculateur, c'est quoi? C'est un très grand ordinateur qui a plusieurs dizaines de milliers de processeurs et qui est capable de réaliser un très grand nombre d'opérations. Donc, au lieu d'avoir 3 travailleurs ou travailleuses comme on avait pour le tableau, là, on pourra en avoir beaucoup plus.
Donc, une fois qu'on a exécuté notre programme, il faut savoir que cette exécution peut prendre beaucoup de temps, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça arrive des fois que ça prenne plusieurs semaines. Et si tout se passe bien, on a des résultats. Donc les résultats, là avec notre tableau, on avait une somme à la fin, donc un entier. Mais bien souvent dans les applications, on a des résultats qui sont assez volumineux et parfois difficiles à étudier. Donc c'est plusieurs fichiers qui sont générés. Alors ensuite, lorsqu'on a ces résultats, on regarde si tout s'est bien passé et qu'est-ce qu'on peut dire en fait de l'exécution de cette application. Alors si c'est pas satisfaisant ou qu'il y a un problème, on va essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc si il y a eu un petit souci, on peut regarder ou que c'est pas satisfaisant, on peut aller regarder au niveau des données en entrée, mais parce que l'exécution dépend des données et de la machine sur laquelle on exécute le programme. Mais en fait, tester tous les cas, c'est impossible. Avec notre exemple du tableau, on avait potentiellement une taille à donner en entrée, sauf que bien souvent, en fait, c'est pas juste une taille qu'on donne, mais énormément de données en entrée. Donc tout tester, c'est un peu compliqué, voire impossible. Et puis pour l'exécution, il faudrait voir si peut-être sur notre machine, on a des meilleurs résultats. Mais bon, ça dépend de qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme machine. Alors, autre chose qu'on peut aller voir, c'est au niveau de la simulation. Mais bien souvent, la simulation, elle peut être grosse, compliquée et contenir potentiellement des erreurs si on a eu un résultat qui était incorrect à la fin. Donc, tout ça fait que c'est un petit peu compliqué, en fait, de savoir si on a une application qui a un bug, une erreur, hein, ou alors qui n'est pas satisfaisante parce qu'elle prend trop de temps. C'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui a causé tout ça et comment on peut améliorer les choses. Donc, je vais juste attirer votre attention sur un petit exemple. Donc, Caroline a parlé d'un projet ANR entre deux équipes INRIA à Bordeaux. Je vais justement vous en parler. Donc, c'est un projet ANR qui s'appelle Exacard. Donc, ce projet, en fait, il est autour d'une application qui s'appelle Propag 5, qui a été écrite par Marc Potts dans l'équipe Carmen et qui fait du parallélisme MPI plus OpenMP, donc le modèle hybride. Donc, ce code-là, en fait, qu'est-ce qu'il fait il étudie les arythmies cardiaques. Donc, arythmies, les battements qui sont soit trop rapides, soit trop lents. Et donc, potentiellement, il y a un souci au niveau du cœur. Donc, Marc, qui a écrit cette application, l'a compilée et l'a exécutée. C'est lui qui a les données en entrée. Il sait qu'est-ce qu'il faut donner à manger, en fait, à son application. Et c'est lui qui peut dire si les résultats sont corrects à la fin ou pas. Et donc, ce projet est né parce que, pas parce qu'il y avait un bug ou que c'était pas vraiment satisfaisant, mais plutôt parce qu'il a envie d'améliorer l'application pour qu'elle soit plus réaliste. Donc, on peut dire dans un sens qu'elle n'était pas satisfaisante. Et du coup, j'ai mis en jaune tout ce qui était lié à Carmen, en bleu tout ce qui était lié à Storm, et en vert tout ce qui était lié à Carmen et Storm. Donc on est 5 dans ce projet quand même, que je le dis. Il y a aussi Yves et Nejib de l'équipe Carmen, et puis Denis et moi pour Storm. Et donc là, vous pouvez voir que Carmen intervient surtout à 3 endroits. Donc au niveau du problème, c'est eux qui connaissent les formules. Peut-être que Denis les comprend, mais moi, je peux vous dire que je ne comprends pas toutes les formules qu'il y a dans le code. Il donne les données, les résultats. Nous, on peut s'occuper en fait de la compilation, de voir si tout s'est bien passé et de l'exécution, comment on peut améliorer les choses. Mais on va aussi mettre un petit peu les mains dans le cambouis et puis changer ce qu'il y a dans l'application. Et évidemment, on ne va pas tout changer sans en parler à l'équipe Carmen pour savoir si on ne va pas changer des choses qui ne devraient pas être changées. Donc voilà pour vous donner un peu un exemple de finalement dans le centre, quand il y a des projets, qui travaille à quel niveau. Alors j'ai dit que lorsqu'on avait une application qui donnait des résultats qui peut-être n'étaient pas satisfaisants ou s'il y avait une erreur, c'était compliqué de savoir où était le problème. Et du coup, vous pourriez me demander qu'est-ce qu'on peut faire. C'est là que j'interviens parce que mon but, c'est d'aider les développeurs à avoir des codes de simulation corrects et efficaces. Alors, ça veut dire quoi correct? Ça veut dire qu'on a un résultat qui est correct à la fin. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire correct? Ça veut dire que s'il y a une marge d'erreur, la marge d'erreur ne fait pas
ne change pas complètement le résultat du programme à la fin. Si on utilise du parallélisme, est-ce que tout ce qu'on a écrit pour faire du parallélisme, est-ce que ça respecte la norme? Par exemple, si j'écris un programme en MPI, est-ce que la norme MPI est respectée? Donc ça, c'est pour le code correct. Ensuite, pour les codes efficaces, je dirais que c'est une exécution en un temps raisonnable. Alors là, on pourrait avoir un petit débat sur c'est quoi un temps raisonnable. Je dirais que ça ne prenne pas plusieurs semaines. Alors, il existe déjà des outils, en fait, pour aider les développeurs à avoir des codes corrects et des codes efficaces. Donc, quand on a envie d'avoir un code correct ou regarder s'il y a une erreur, on a ce qu'on appelle des outils de vérification. Et quand on veut regarder si un code est efficace, on utilise un outil de profiling. Donc là, je vous ai mis un peu la checklist d'un outil de vérification et de profiling parfait, parce que il faut que ce soit facilement utilisable, on va dire, pour les développeurs d'applications, mais il faut aussi prendre tout plein de choses en compte pour les développeurs d'outils, comme je suis moi. Donc, si on regarde un peu la checklist de l'outil de vérification parfait, il faudrait que l'outil soit facile à utiliser. Si je demande à un développeur, vas-y, utilise mon outil de vérification, mais avant, il faut que tu installes trois bibliothèques, il faut que tu annotes tout ton code. Et là, le développeur va me dire, t'es gentil, mais c'est un petit peu compliqué, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc, on va essayer d'avoir des outils qui soient le plus facilement utilisables possible. Alors, je vous ai dit qu'on lançait des applications sur des supercalculateurs. Donc, si par exemple, je lance une application sur mon ordinateur, peut-être que je n'aurai pas de bug, que tout sera correct. Mais si là, je lance à grande échelle et qu'au lieu d'avoir 3 travailleurs ou travailleuses, j'en ai 10 000, peut-être que là, il va y avoir un problème. Et il faut que je puisse utiliser mon outil de vérification pour détecter les erreurs à cette échelle. Ensuite, si je dis à un développeur, il y a un problème dans ton application, mais que je lui dis pas où, ça va être compliqué de trouver la source des erreurs et donc de corriger le code. Donc, il faut aussi que les outils soient précis. Alors, utilisable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une erreur qui est liée à un certain problème A et que mon outil ne détecte que les problèmes B, si j'utilise mon outil pour détecter un problème A, il va y avoir un problème. Donc, il faut savoir aussi être clair sur qu'est-ce que l'outil fait, comment il peut aider les développeurs et que le développeur sache du coup quel outil utiliser. Alors, c'est important aussi de détecter les erreurs le plus tôt possible parce que lorsqu'on lance une application sur un supercalculateur, c'est pas gratuit. Bien souvent, en fait, on paye pour avoir des heures pour lancer des applications. Donc, plus on détecte un problème tôt, mieux c'est. Si mon application elle dure 1 jour et demi à s'exécuter et qu'au bout d'1 jour, le programme s'arrête d'un coup et qu'il y a une erreur, si j'avais pu le détecter 2 heures après l'exécution, c'est toujours mieux qu'une journée après. Ensuite, il y a plusieurs modèles de programmation parallèle, comme on l'a vu. Il y a des applications qui mélangent des modèles. Et donc, si mon outil, par exemple, ne détecte que les erreurs en MPI et pas en OpenMP et que mon programme est parallélisé avec du MPI plus OpenMP, peut-être que je vais rater des choses. Donc, il faut aussi prendre en compte l'hétérogénéité. Pour la checklist de l'outil de profiling parfait, il y a des choses qui sont similaires. Il faut que ce soit facile à utiliser, il faut que ce soit précis, il faut savoir qu'est-ce qui est détecté. S'il y a un mélange de modèles, il faut aussi le voir. Et donc là, j'ai rajouté aussi visuel parce que si mon outil de profiling, finalement, lorsque je le lance en même temps qu'une application, à la fin, en plus des résultats, je donne des fichiers avec plein de lignes dedans. Ça va être compliqué de trouver dans ces lignes qu'est-ce qui s'est passé, quelle partie du code prend du temps et que je peux améliorer. Alors, il y a des outils qui, généralement, par travailleur ou travailleuse, font une sorte de code couleur où on sait quel est le temps passé dans telle fonction, par exemple, telle fonction MPI, telle fonction du code. Et comme ça, on voit si la répartition en fait de travail est bien faite entre les travailleurs et travailleuses et si on peut voir aussi les parties du code qui prennent énormément de temps et qu'on pourrait améliorer. Alors, je pourrais parler des heures sur tout ça, mais comme on n'a pas des heures devant nous, on va oublier en fait la partie efficace et on va se focaliser sur comment on va trouver des erreurs ou comment on va aider les développeurs à avoir des codes corrects.
Et en cas pratique, on va prendre MPI, qui, je vous le rappelle, est un parallélisme à mémoire distribuée. Donc, on a des travailleurs qui travaillent chacun dans leur coin et de temps en temps, ils vont faire des messages. Enfin, ils vont s'envoyer des messages. Alors, justement, MPI, comment ça marche? Alors, quand on a un programme MPI, donc c'est un programme écrit dans un langage qu'on a choisi et on ajoute en fait des fonctions MPI pour répartir un petit peu les tâches. Donc là, on va prendre un exemple avec 2 travailleuses et 2 travailleurs. Donc chaque travailleur et travailleuse vont avoir leur version, enfin la même version du programme. Au début, en fait, nos travailleurs et nos travailleuses sont réunis au sein d'un groupe qu'on va appeler un communicateur. Et on va donner un identificateur à chaque travailleur ou travailleuse, donc ça va être un peu des noms. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir qui fait quoi. Donc, par exemple, on a P0, P1, P2 et P3 ici. Donc, pourquoi P? Parce que finalement, les travailleurs ou travailleuses en MPI, on parle plutôt de processus. Alors, on peut découper des communicateurs en sous-communicateurs. Donc, on peut faire différents groupes, comme c'est présenté ici. Donc, imaginons que nos 4 processus, on ait envie d'en faire 2 groupes de 2 processus. Et bien, c'est possible. Et du coup, on a 2 communicateurs différents. Alors ensuite, dans notre programme, si on a envie de répartir correctement le travail, ça se présente comment? Ça se présente par ce qu'on appelle des conditions. Donc si je suis P0, alors par exemple, je vais faire un calcul A, sinon je vais faire un calcul B. Donc là, P0 sait qu'il doit faire le calcul A, et P1, P2 et P3 savent qu'ils doivent faire le calcul B. Et donc au niveau des communications, comment ça se passe? S'ils veulent s'envoyer une information, il y a 2 types de communications qui sont possibles en MPI. Il y a d'abord des communications entre 2 processus. Donc là, le processus P3 envoie au processus P1 un message. Donc il faut que la communication se fasse des 2 côtés. Il faut que P3 appelle un send pour dire j'envoie à P1 et il faut que P1 dise je vais recevoir de P3. Et là, la communication se produit. L'autre type de communication, c'est entre tous les processus ou tous les processus d'un même groupe, en fait. Et c'est ce qu'on appelle des collectives. Donc là, on imagine qu'on est tous nos travailleurs, travailleuses, processus qui vont intervenir dans la collective. Là, on a P1, P2 et P3 qui vont appeler un MPI reduce. Donc, c'est une fonction qui dit j'envoie un message à P0, par exemple un entier. P0 reçoit les messages de tout le monde et le reduce fait qu'il va recevoir des données, mais avec une opération. Donc, par exemple, pour la somme de notre tableau, là, on pourrait dire que tout le monde envoie sa sous-somme et donc P0 fait un MPI reduce récupère les données de tout le monde et fait directement une addition. Une autre collective qui est importante, qui est la barrière. Donc là, il faut voir ça comme une synchronisation. Donc, tous les processus font des travaux et à un moment, en fait, on dit hop, stop, tout le monde s'arrête, tout le monde s'attend avant de pouvoir continuer le programme. Et donc, c'est ça qui est fait avec une barrière. Alors, tout ça, c'est très bien, mais s'il y a quelque chose qui se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va prendre différents cas d'erreur. Donc là, on a, si vous regardez en haut, une communication qui apparemment se passe bien. Donc, il y a P0, P2 et P3 qui envoient un message à P1, donc on fait une collective. Et on voit en dessous que en fait, P1 remarque après que les données qu'il a reçues ne sont pas correctes ou c'est erroné. Par exemple, tout à l'heure, on avait l'exemple d'un MPI reduce. Donc, on envoie une donnée en faisant une opération. Si tout le monde appelle le reduce avec l'opération addition, mais qu'il y en a un qui fait le reduce avec une opération max, là, il y aura un problème. Autre type d'erreur, donc là, on a P1 qui s'attend à recevoir un message. J'ai pas précisé de qui, donc ça pourrait être de n'importe qui, sauf que il reçoit jamais le message. Donc là, ça a un souci, ça veut dire que P1 va être bloqué. Tant qu'il ne va pas recevoir un message, il va être bloqué, donc il ne pourra pas continuer à faire le travail qu'il est censé faire. Autre type de blocage, ici, on est censé avoir une synchronisation, donc tous les processus sont censés s'attendre, sauf que P1 a décidé qu'il n'allait pas appeler la barrière et donc qu'il allait continuer à travailler. Donc en fait, il va bloquer
P0, P2 et P3 qui vont attendre indéfiniment que P1 appelle la barrière pour qu'eux puissent continuer à travailler. Donc voilà pour MPI. Si on revient au cycle de vie d'une simulation, mon talk s'appelait comment la compilation peut aider à la détection des erreurs. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la compilation d'un programme. Donc, on va se focaliser sur la compilation. Qu'est-ce qui se passe au moment de la compilation? Donc, j'ai dit, on a notre application, ou notre simulation. Donc là, on a notre programme MPI. On va le compiler, donc le traduire vers un code objet, donc un code qui est compréhensible par la machine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a 3 grosses étapes, en fait, dans la compilation. La première étape, qu'on appelle front-end, dépend, en fait, du langage d'entrée. Ensuite, on a une grosse étape au milieu qui s'appelle middle-end, qui est indépendante, en fait, du langage d'entrée et indépendante de la machine sur laquelle on lance notre programme. La dernière partie, le back-end, va en fait être dépendant de l'architecture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lance une application sur mon ordinateur, je ne peux pas après prendre le code d'objet et lancer l'application sur un supercalculateur ou sur Plafrim, par exemple. Il va y avoir un problème. Il faut compiler le code sur la même machine sur laquelle on va exécuter. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe exactement dans ces 3 étapes. La première étape fait ce qu'on appelle une analyse lexicale et syntaxique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le compilateur va regarder si le langage qu'on lui donne en entrée, c'est quelque chose de connu ou si on a fait des petites erreurs. Donc, par exemple, si vous oubliez un point-virgule à la fin d'une instruction dans votre code, c'est à cet endroit-là, en fait, qu'on va le détecter. Ensuite, pour tout ce qui se passe au milieu, il y a une analyse sémantique. Donc là, c'est une analyse un petit peu plus pointue du code. On va regarder par exemple s'il y a 2 variables qui ont le même nom. Le code va être ensuite traduit dans un code intermédiaire, donc sous une autre forme. On va avoir différentes optimisations qui vont pouvoir être faites sur le code. Et à la fin, on va générer du code objet qui sera dépendant de l'architecture sur laquelle on va lancer notre application. Alors, si vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai dit, c'est pas grave. Vous pouvez retenir qu'on va se focaliser sur la partie optimisation et qu'à cet endroit-là, le code, en fait, en entrée, va être traduit sous forme d'un graphe, comme vous voyez en rouge ici. Et c'est là-dessus qu'on va se focaliser pour trouver les erreurs. Alors, comment est-ce qu'on va détecter des erreurs avec un graphe comme ça? Alors, je vais vous demander de repartir quelques semaines en arrière, même si c'était pas très marrant, quand on était tous confinés et il y avait Pâques à un moment où on a pu manger plein de chocolat. Et peut-être que du coup, c'est ce qui nous a fait entrer dans les 2,5 kg que chaque Français a pris. On ne sait pas. Mais bon, on va repartir à la chasse aux œufs. Et voici mon futur jardin, du moins je l'espère, avec une grande maison, une piscine et puis un jardin où je vais pouvoir faire planter plein de choses. Et je vais cacher plein d'œufs. Donc là, je vais cacher plein de Kinder. Je vais imaginer que c'est dans quelques années, peut-être que j'aurai gagné au loto pour m'offrir cette maison et que j'ai au moins 2 enfants. Et parce qu'il n'y a pas de raison, mon mari et moi, on a le droit d'avoir aussi du chocolat. Et je vais cacher aussi des chocolats Lindt pour nous. Alors, j'espère que vous avez bien retenu où se trouvent les chocolats. On va juste faire un petit aparté. Quand je lance la chasse aux œufs, je suppose que mes enfants, ils sont un petit peu capricieux parce que si chacun a un panier dans lequel il met les chocolats, s'ils ne trouvent pas exactement le même chocolat au même moment, il y a un problème. Donc, l'ordre compte. Il faut que si un enfant trouve un Kinder Surprise, il faut que l'autre trouve un Kinder Surprise au même moment. Même si à la fin, ils ont le même nombre de chocolats, les mêmes types, il faut qu'il y ait les mêmes chocolats au même moment. Ce qui vaut pour les enfants, vaut aussi pour mon mari et moi. Donc, on va partir du point blanc et on va dire que c'est à cet endroit-là que je lâche les enfants dans le jardin. Donc, on va essayer de se mettre à la place des enfants et de voir là où j'ai caché les chocolats. Est-ce que ça sera correct? Est-ce qu'il va y avoir un moment où mes enfants vont trouver 2 chocolats différents? Alors, imaginons qu'à partir de ce point blanc, il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Donc là, ils trouvent des Kinder Bueno tous les 2. Ouf, tout va bien, donc pas de crise. Ensuite, je connais bien mes enfants et mon jardin, donc je sais qu'ils vont aller à cet endroit-là et pas un autre. Qui vont ensuite se diriger vers un Kinder Maxi, ou tous les 2 en avoir un, donc c'est bien.
Et si je déroule comme ça, en fait, tous les chemins possibles dans le jardin, voilà ce que je pourrais obtenir, que ce soit pour les enfants ou les parents. Alors là, j'ai remis le graphe, vous pouvez me croire sur parole, c'est exactement le même. C'est juste que je l'ai un petit peu bougé pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc voilà, en fait, tous les chemins possibles dans le jardin. Et on va se focaliser sur les enfants. Et là, vous pouvez voir tout ce que j'ai mis en noir. C'est tous les points en fait du jardin où je suis sûre que les enfants vont aller. Et donc, quel chocolat ils vont trouver pour sûr. Alors, j'ai mis aussi les Kinder Bueno en noir parce que peu importe le chemin qu'on va prendre à partir du début, on va trouver un Kinder Bueno. Donc là, je me dis qu'il n'y a pas de souci. Peu importe le chemin qu'on prend, on a la même chose. Donc, si vous regardez le panier à droite, on est sûr qu'on va avoir un Kinder Bueno suivi d'un Kinder Maxi. Ensuite, on ne sait pas. Ça dépend de où est-ce qu'on va aller dans le jardin. Ensuite, on va tomber sur un Kinder Surprise. Après, on ne sait pas. Ça dépend encore du chemin qu'on va prendre. On va trouver une barre de Kinder Maxi. Ensuite, on ne sait pas si on va trouver un Kinder Surprise ou pas. Ça dépend encore du chemin qu'on va prendre dans le jardin. Donc, regardons un peu plus près tout ça. Si je trace les pas de mes enfants et qu'il y en a un qui va à gauche, qui va trouver un Kinder Surprise qui est tout à gauche, et celui qui part du Kinder Maxi va à droite, il va trouver un Kinder Surprise. Et là, on peut suivre les traces de pas et voir que tout le monde a exactement les mêmes chocolats dans le même ordre, donc tout va bien. Comme c'est un petit peu compliqué comme graphe, on va aller se focaliser maintenant sur les parents. Donc, même chose pour les parents, hein, il n'y a pas de raison. Il faut que tout le monde ait les mêmes chocolats dans le même ordre. Donc, on sait, là, on a les mêmes points, en fait, du jardin qui vont être communs à mon mari et moi. Et on sait qu'on va trouver à un moment des œufs. Mais on ne sait pas si on va trouver un lapin ou pas avant. Alors, si mon mari va à gauche à partir du premier nœud qui a des traces de pas, il va trouver un lapin. Moi, si j'ai les traces de pas qui sont un petit peu vertes avec des traits blancs et que je descends en bas dans le jardin et que je trouve un lapin aussi, on a tous les deux la même chose dans notre panier, donc tout va bien. Maintenant, si finalement, lorsque je suis à un certain point du jardin, je ne vais pas vers le lapin, mais que je vais directement vers les œufs, là, il va y avoir un souci. Mon mari va trouver un lapin et puis moi, je vais rien avoir. Et donc là, il y aura un problème. Alors finalement, où se trouve le problème exactement? Ça se trouve là où j'ai mis du rouge avec une croix blanche. En fait, les 5 nœuds que vous voyez là, c'est les points du jardin à partir desquels on peut avoir des chemins différents qui vont trouver des chocolats différents. Mais peut-être qu'en fait, si au premier nœud, mon mari tourne à gauche, peut-être que moi, je vais le suivre forcément à cet endroit-là. Donc peut-être qu'il y a certains points du jardin où finalement, si je sais que si mon mari va dans un certain sens, je vais le suivre. Donc on peut en ignorer. Finalement, le problème ne vient pas ni de 1, ni de 2, ni de 4, mais de 3 ou 5. Donc si je le suis, mais qu'au niveau du nœud 3, lui, il va vers le lapin et puis moi, je vais à gauche, on ne va pas trouver de lapin, lui, il va trouver un lapin et pas moi. Et si après, en dessous, je ne trouve pas de lapin, il y aura un problème. Donc voilà, en fait, les points qui peuvent poser problème. Donc si on fait l'analogie avec un programme, on peut dire que notre graphe là qui donne toutes les exécutions, notre graphe donne toutes les exécutions possibles d'un programme et ça nous donnait en fait tous les chemins du jardin. Et tous les nœuds à partir desquels on a une bifurcation, c'est une condition. Dans le code, ça se traduit comment? Ça se traduit par si quelque chose, alors quelque chose, sinon quelque chose. Alors, l'analogie avec MPI, on va dire qu'un chocolat, c'est une collective MPI. Tous les Kinder sont des collectives sur un certain communicateur A, qui était pour les enfants, et tous les chocolats Lind sont des collectives sur un communicateur B. Et là, en fait, il faut savoir que l'ordre des collectives au sein d'un communicateur compte aussi. Donc, on avait ce graphe-là avec les chocolats. Si je remplace les lapins par une collective B et l'œuf par une collective A, j'ai ça. Et donc, mon panier que vous avez en haut à droite, finalement, ça va être un travailleur ou une travailleuse, donc un processus.
Alors, finalement, les points du jardin où j'ai dit si mon mari va dans un certain sens, je vais forcément le suivre. Ça se traduit comment dans les applications? Eh ben, c'est une condition qui ne dépend pas de l'identifiant, pardon, d'un processus. Donc, si mon processus c'est PI, on va dire que le nœud ne dépend pas de I. La condition ne dépend pas de I. Par contre, les points du jardin où là, je ne sais pas trop où est-ce que je vais aller, et je ne vais pas forcément suivre mon mari, et ben dans le programme, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des points, des conditions qui vont dépendre en fait de l'identifiant d'un processus. Donc à la compilation, je peux détecter ce genre de choses en étudiant comme ça le graphe et dire bah, les collectifs B sont peut-être pas appelés par tous les processus à cause de ces points du programme 3 et 5 qui sont des conditions qui dépendent de l'identifiant des processus. Alors j'arrive déjà à la conclusion. Donc on a vu en fait le cycle de vie d'une simulation. On a un problème, on le traduit dans un certain langage, on fait du parallélisme pour aller plus vite. Ces applications peuvent être compliquées. On les traduit dans un autre langage pour que on puisse exécuter ces programmes sur les machines. On a des résultats et là, quand on regarde les résultats, on peut voir s'il s'est passé quelque chose de mal ou si ce n'est pas satisfaisant. Et donc, ce que je vous ai expliqué au niveau du jardin et donc les graphes que vous avez vus qu'on a à la compilation, c'est ce qui est utilisé en fait dans l'outil ParCoach que je développe, qui détecte en fait les erreurs qui sont liées au collective MPI. Donc, j'ai repris ma petite checklist en fait de l'outil parfait. Donc, ParCoach, malheureusement, n'est pas encore un outil parfait, mais j'ai bon espoir qu'un jour il le devienne. Et donc, si je regarde ce que j'ai coché, facilité d'utilisation, eh ben, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, on va dire, parce que ce n'est pas juste un petit bouton à cliquer et puis tout se fait automatiquement. Donc, bon, j'y travaille. Dans tous les tests qu'on a fait, en fait, le passage à l'échelle se passait bien. On arrive à détecter les points du programme qui posent problème pour que les développeurs puissent corriger leur application facilement. J'ai pas coché utilisable parce que pour l'instant, on détecte les erreurs qui sont liées au collective MPI et pas tout ce qui peut se passer en MPI. Pour la détection le plus tôt possible, on y travaille. En fait, il y a Vincent qui travaille avec moi en ce moment, qui fait son stage de fin d'études là-dessus. Et hétérogénéité, je l'ai coché parce qu'en fait, si on a un programme en MPI plus OpenMP, je peux détecter des erreurs liées au collective MPI, au collective OpenMP, parce qu'il y a aussi la même notion de collective en OpenMP. Même si ce ne sont pas des messages qu'on envoie, on a des synchronisations. Et donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Mon histoire est maintenant finie et du coup, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Alors, ma petite note. Voilà. Alors. Merci Emmanuel pour cette présentation. Chloé, je te laisse poser la question qui a été posée. Non, il y en a deux qui se sont ajoutées. Deuxième, effectivement. Donc, la première, 20 plus 14 plus 18 égale 51. Est-ce qu'il y a un bug ou est-ce que ParCoach peut aider? Je me suis trompée dans l'addition. Alors, en fait, ParCoach ne détecte pas ce genre d'erreur. S'il y avait un souci parce que 20 plus 14 plus 18, j'ai pas refait le calcul, ne fait pas 51, en fait, ParCoach ne détecte pas ça. Il va pouvoir voir si tout le monde ne fait pas la communication. Par contre, détecter que le résultat à la fin n'est pas correct, ParCoach ne le fait pas. Mais il y a d'autres outils qui le font. Ok, merci. Ensuite, on a une autre question. Est-ce que tu peux être sûr à la compilation qu'une condition ne dépende pas du rang de processus? La condition pourrait être si x égale 0 et x serait calculé uniquement sur certains processus. Oui, là, c'est un problème qu'on a dans ParCoach actuellement. Donc, à la compilation,
on est un petit peu trop conservateur et effectivement, il y a des endroits dans le code où il y a des conditions qui peuvent ne pas dépendre du rang ou dépendre du rang et on va les taguer comme dépendantes du rang. En fait, dès qu'on n'est pas sûr, parce que la compilation a ses limites, et on va automatiquement dire bon puisqu'on n'est pas sûr, on va dire que ça dépend du rang. Et du coup, on va dire qu'il y aura potentiellement un problème à ce niveau-là, même si en fait il n'y en a pas. Ok, merci. Ensuite, une dernière question. Donc, pour détecter les chemins incorrects dans le jardin, tu dois tester toutes les combinaisons des cas possibles dans le code. Est-ce que cela fait parfois trop de cas à tester pour détecter les problèmes en temps raisonnable? Alors du coup, on a cette vision de tous les chemins possibles. Donc c'est un gros graphe finalement. On n'a pas besoin de regarder en fait tout. On a tous les cas possibles, donc il suffit de regarder le graphe et de trouver ces points du programme. Et non, c'est pas, ça prend pas tant de temps que ça. Donc on a un certain overhead à la compilation, mais qui est pas énorme. On arrive à étudier les graphes en fait plus ou moins facilement, je dirais, et donc à regarder tous les cas possibles, en étant trop conservateur, comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'il y a des endroits où on n'est pas sûr de nous. Ok, merci. Alors, une nouvelle question qui a été pas mal, qui a été relayée plusieurs fois. Dans quel type d'application tu peux utiliser et quel type de problème? Dans quel type d'application je peux utiliser quel type de problème? C'est une question de Lucia Marta, ouais, et elle a été relayée 2 fois. Dans quel type d'application tu peux l'utiliser et quel type de problème? Je Pas suis très pas clair celle-ci. sûre en fait de bien comprendre cette question, pour être honnête. On va passer à une autre qui est peut-être un peu mieux formulée. Est-ce que la détection d'erreurs est faite de manière statique ou dynamique et sinon qu'est-ce qui est fait dans chaque cas? Alors, je ne sais pas si c'est lié à ParCoach ou les outils en général. Ça dépend des outils en fait. Donc, ParCoach détecte. C'est bien, j'ai un backup slide. Du coup, hop, à la compilation, on détecte des choses, mais comme j'ai dit, la compilation a ses limites. Et du coup, il y a des endroits du code qu'on va taguer comme dépendant de l'ID d'un processus, alors qu'en fait, non. Donc, on va être trop conservateur. Et donc, pour pallier ce problème, ParCoach, en fait, a deux phases. Il a une phase à l'exécution où on va finalement instrumenter le code. Donc, c'est les petits checks qu'on voit là dans les nœuds avant les collectives pour à l'exécution. Avant d'appeler une collective, on va appeler ces checks-là qui vont vérifier en fait si on a un processus qui est ici dans le check-là et un autre qui est ici. Ben, ils vont savoir qu'il y en a un qui va appeler la collective B alors qu'il y en a un qui va appeler la collective A. Et donc, le programme va s'arrêter automatiquement et par contre, je vais dire non, je stoppe le programme parce que c'est pas correct. Il y a différents outils qui existent, il n'y en a pas beaucoup qui font des choses à la compilation parce que généralement c'est compliqué. Il y a beaucoup plus d'outils qui font des choses à l'exécution, donc qui instrumentent en fait tout le code pour un petit peu comme c'est fait là avec mes checks et qui vont détecter les erreurs comme ça. Et donc ça marche, sauf que finalement on instrumente tout le programme alors que peut-être qu'on pourrait instrumenter moins et faire mieux. Donc c'est un peu le but aussi du stage dont j'ai parlé de Vincent qui essaie d'améliorer cette partie à l'exécution de ParCoach. Ok, merci. Du coup, une autre question. Des compilateurs certifiés ont été construits pour des langages séquentiels simples. A-t-on ce genre de travail pour des langages parallèles? Alors, c'est compliqué un peu comme question. Enfin, finalement, le compilateur, il va pas forcément connaître les langages de programmation parallèle. Donc, par exemple, en MPA, c'est une librairie. Il va faire des choses à la compilation, mais pas beaucoup. C'est un peu la même chose avec les pragmas en OpenMP. Donc, les compilateurs, finalement, oui, il y en a qui sont certifiés. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder si un compilateur fait bien son travail, en gros, si c'est correct ou s'il ne va pas inclure des erreurs.
Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites pour voir si les compilateurs faisaient ce qu'il fallait au niveau du parallélisme. Parce que généralement, c'est plutôt quelque chose un petit peu à part qu'on greffe en fait le parallélisme au moment de la compilation. Donc, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui fassent des études pour voir si les compilateurs font bien ce qu'il faut au niveau du parallélisme. Mais je ne saurais pas répondre à la question. Ok, merci. Bon, une dernière question, du coup, celle de Lucia a été reformulée là par Laure et Lucia. Ah, Du coup, super. pour quel type de problème par coach est particulièrement pertinent? Alors par contre, pour l'instant, il est focalisé surtout sur une détection d'erreur qui est liée aux collectives. Donc si un programme n'a pas de problème au niveau des collectives, bah, par contre, je ne va rien détecter du tout en fait. Ça veut dire tout est correct. Voilà. Après, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que là, j'ai parlé que de détection d'erreurs, mais par coach peut être vu en fait comme un ensemble d'analyse du programme. Et donc, il fait aussi des choses pour améliorer la performance des applications. Donc, il y a plusieurs travaux qui sont dessus pour voir comment on peut, typiquement en MPI, améliorer les communications. Bon, je ne vais pas en dire trop, il faudrait faire un autre unité au café pour que j'explique tout ça. Mais en gros, voilà. Donc, on pourrait utiliser par coach aussi pour faire autre chose que la détection d'erreurs. Ok, merci. Merci Emmanuel. Toutes les questions, elles n'ont pas pu être posées, mais ce qu'on vous proposera, c'est qu'Emmanuel prendra le temps d'y répondre, comme ça va lui apparaître. Donc voilà, il prendra le temps de répondre à vos autres questions. En tout cas, moi, je voulais remercier Emmanuel et vous remercier à tous de votre participation parce que vous étiez 86 au plus grand nombre à vous connecter. C'est ce qui correspond à un de nos plus grands taux de participation en présentiel dans le centre. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet événement dématérialisé. Et sachez que d'autres centres comme Lille et son fameux 1345, Rennes ou encore Nancy vous proposeront des formats similaires. Donc, restez attentifs aux annonces et connectés. Et vous pourrez revoir cette vidéo en replay et sur INRIA Channel. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour cette première. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et encore merci Emmanuel. À bientôt. Merci. Au revoir.